Bonjour à tous, bonjour et merci Olivier pour ton introduction. Alors moi de mon côté, je vais rester beaucoup plus généraliste sur la présentation du produit et de VMAP 2 pour vous dire que VMAP est une application de web mapping entièrement libre et open source qui va permettre de publier, de mettre à jour et de partager de la donnée géographique. Alors moi je suis Laurent Panabière, responsable du service SIG de VRMS et responsable du produit VMAP. Et pour démarrer la présentation, je vais me connecter dans un premier temps en tant qu'administrateur afin que chacun d'entre nous puisse constater les différences qu'il y a sur les modes de l'application, sur les différents menus de l'application entre un utilisateur qui est administrateur et un utilisateur qui est plutôt utilisateur final. Alors, comme le disait Olivier tout à l'heure dans son introduction, VMAP2 est étroitement lié à de la donnée PostgreSQL PostGIS. Vous le voyez directement depuis le mode source de données de l'application que on va retrouver un arbre, un petit peu à la manière de pgadmin, qui va nous permettre de pouvoir consulter l'ensemble des bases de données, des schémas ou même des tables vues ou vues matérialisées de votre modèle de données sur lesquelles vous aurez la possibilité de créer, enfin, l'administrateur aura la possibilité de créer ses propres couches qui seront ensuite disponibles dans l'application VMAP 2. Alors lorsque l'administrateur aura la volonté de consulter un petit peu le contenu de ces tables, il a la possibilité de cliquer directement sur une entité, donc notamment les villes qui sont stockées en Lambert 93, où trois onglets seront disponibles. Un premier onglet qui va nous permettre de constater quelques informations générales sur la donnée. Un deuxième onglet qui va permettre à l'administrateur de pouvoir consulter les différentes données attributaires de sa table ainsi que l'ensemble des attributs que contient sa table. Et ensuite, un troisième onglet plutôt cartographique qui va permettre de visualiser les 100 premiers enregistrements de la table que consulte l'administrateur. 100 premiers enregistrements pour pallier à d'éventuels problèmes de performance si jamais la table venait à stocker plusieurs dizaines de millions d'enregistrements. Donc ce menu source de données va aussi permettre à l'administrateur de pouvoir créer ses propres couches cartographiques et tableaux dans l'application en quelques secondes. Alors on le verra tout à l'heure suite à l'administration et au cas d'utilisation qu'on utilisera avec Marguerite Espada. Mais dans un premier temps, je vais me connecter en tant qu'administrateur sur une couche qui a déjà été créée pour vous montrer que l'administration de la couche sera très facilement réalisable directement depuis un éditeur de symbologie que vous voyez là à l'écran et dont l'administrateur aura la possibilité de modifier directement et en quelques clics son symbole, sa taille du symbole, sa couleur, de pouvoir rajouter diverses fonctionnalités, notamment de pouvoir gérer la visibilité, l'opacité, tout un tas de paramètres sur les symboles. Et si l'administrateur est plutôt content de sa symbologie, il a la possibilité de pouvoir appliquer ces modifications pour que ces dernières soient directement visualisables pour les utilisateurs finaux. Un autre menu très intéressant du menu couche et tableau, c'est le menu formulaire, qui va permettre là encore, depuis un studio de conception, euh, de permettre à l'administrateur de pouvoir générer ses propres formulaires métiers, que ça soit des formulaires de saisie, de modification, de consultation ou bien autres recherches et éditions multiples. Tout ceci grâce à un studio de conception entièrement en no-code et dans lequel l'administrateur va avoir la possibilité très facilement, et on le verra encore tout à l'heure avec les cas d'utilisation sur lesquels on va travailler avec Margot, que l'administrateur a la possibilité de pouvoir rajouter très facilement dans ses formulaires métiers des listes déroulantes, des champs de type date, image, etc., même des petites cartes au sein de ces formulaires.
Et une fois que l'administrateur a terminé son travail, il a la possibilité de cliquer sur la petite disquette pour sauvegarder et notamment pour publier son travail, pour que l'utilisateur final constate le résultat du travail de l'administrateur et puisse consulter les différents formulaires métiers qui ont été mis en place par l'administrateur. Alors, il y a bien évidemment tout un tas d'autres paramètres au niveau des couches et des tableaux qu'on verra certainement tout à l'heure avec les cas d'utilisation de Margot. Mais on constate bien que le mode source de données de l'application et donc l'application VMAP2 est étroitement lié à une base de données PostgreSQL PostGIS. Et donc cette application est en capacité très facilement de publier de la donnée qui est stockée dans votre modèle de données, mais est aussi en capacité de pouvoir exploiter des données de type fichier, que ça soit des fichiers de type TIFF, JPEG 2000 ou ECW, entre autres, mais aussi différentes données issues de flux, notamment des flux WMS ou WMTS que tout le monde connaît, ou des flux avec des performances assez extraordinaires, que ça soit des flux raster pour les XYZ, ou le petit dernier qui a été développé récemment sur VMAP2, des flux de type tuile vectorielle. Alors, VMAP2 et vous venez de le voir, hein, en capacité de pouvoir exploiter de la donnée PostgreSQL PostGIS ou de différents formats de données, mais est aussi en capacité de pouvoir publier ses propres flux de données directement depuis le mode flux et publication de l'application. Et donc VMAP est en capacité de publier ses flux WMS et WFS, pardon, pour que ces différentes données puissent être utilisées directement dans d'autres outils et dans d'autres logiciels tels que QGIS par exemple. Alors, évidemment, l'administrateur a la possibilité de pouvoir gérer pas mal de choses dans l'application, de pouvoir créer ses propres cartes et couches, comme on le verra tout à l'heure avec les cas d'utilisation, mais il a aussi la capacité de pouvoir gérer tout un tas de droits divers qui vont permettre à l'administrateur de pouvoir définir si un utilisateur est plutôt utilisateur simple ou administrateur, si un utilisateur a le droit d'accès sur telle ou telle carte, mais aussi et surtout si l'utilisateur final a des droits en saisie, en modification ou en consultation sur la donnée PostgreSQL. Et tout ceci sera notamment géré directement via un client de base de données comme PGAdmin. Au niveau cartographie, on va retrouver une interface épurée qui, on va dire elle va être euh, séparée en trois grandes catégories. Des menus en haut à gauche qui vont permettre notamment de pouvoir consulter les différentes couches de la carte que vous avez ici à l'écran, les différentes couches et les différentes cartes sur lesquelles l'utilisateur connecté a les droits. Vous avez bien évidemment la partie principale de l'application qui sera la partie cartographique et qui va permettre à l'utilisateur final de pouvoir consulter la donnée, interroger, zoomer, etc., etc. Et enfin, la partie plutôt localisée à droite de l'application, qui est une partie sur laquelle vous allez retrouver tout un tas de boutons qui vont permettre d'interagir entre la donnée cartographique que vous voyez ici à l'écran et la donnée attributaire qui, elle, sera plutôt stockée en base de données. Et on verra avec l'intervention et les cas d'utilisation de Margot comment on a la possibilité de pouvoir créer ses propres formulaires métiers. Alors, je vais m'arrêter là au niveau de la présentation théorique du produit. Je pense que c'est plus parlant qu'on travaille désormais sur des cas d'utilisation précis. Et Margot va me présenter différents cas d'utilisation, trois cas exactement, sur lesquels je vais pouvoir essayer de répondre avec VMAP pour vous montrer quelles sont les fonctionnalités majeures et intéressantes du produit pour un administrateur et un utilisateur final. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc, je suis Marguerite Espada et je travaille donc au pôle FME de VRMS. Et donc, je suis là pour te suggérer, Laurent, trois cas d'utilisation de VMAP.
Alors le premier cas d'utilisation de VMAP serait de faire de la prospection commerciale. Et plus particulièrement, on va imaginer hein, que je suis en charge d'une prestation pour une société complètement fictive qu'on va appeler Yellow Sun Energy, et admettons qu'il soit spécialisé dans la production d'énergie solaire et l'implantation de panneaux photovoltaïques. J'ai une prestation à faire sur la commune de Collioure et mon objectif, ça serait tout simplement d'identifier sur cette commune des zones de production d'énergie solaire. Pour ce faire, on va imaginer que j'ai déjà fait un pré-traitement via FME. Donc, j'ai développé un script FME qui m'a permis de faire tout un tas de croisements de données, notamment de la donnée du parcellaire de la commune de Collioure, que j'ai croisé avec un nuage de points LIDAR de l'IGN. Tout ça pour pour créer une table PostgreSQL des parcelles donc, de ma commune enrichies d'un nouvel attribut qui est l'orientation principale de chacune de mes parcelles, le sud, l'est, l'ouest, etc. Mon objectif est donc d'abord d'utiliser Vema pour tout simplement me connecter à cette table et puis surtout pour la visualiser et éventuellement faire une symbologie. Une fois que j'aurai visualisé ma table, mon objectif, toujours dans Vmap, c'est de faire véritablement mon travail de prospection commerciale. Autrement dit, c'est de pouvoir croiser cette table avec d'autres couches, par exemple hein, une orthophoto ou un fond de plan qui va me permettre de faire mon analyse de prospection commerciale. Autrement dit, de véritablement identifier mes zones de production potentielle. Donc, je veux utiliser Vema pour aussi créer une nouvelle couche qui va me permettre de digitaliser, de saisir ces zones de production d'énergie potentielle. Donc, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer comment je pourrais procéder pour répondre à ce double objectif, visualisation d'une table PostgreSQL et puis après, création d'une nouvelle couche? D'accord, très bien Margot, on va essayer de répondre à tout ça directement via l'application. Alors j'ai bien évidemment constaté que tu crées 2 tables dans l'application. Une qui va permettre de stocker l'orientation principale des parcelles comme tu l'as fait remarquer. Alors évidemment, l'application VMap nécessite de travailler sur, une base de données qui a déjà été, préconçue et prétravaillée. Donc on voit que la table parcelle orientation a déjà été chargée. On voit qu'il y a, des identifiants uniques pour les parcelles, une orientation principale d'exposition, mais aussi ce qui va nous intéresser énormément, c'est le champ couleur de la table sur laquelle nous allons réaliser notre symbologie. Et enfin, une deuxième table qui va permettre de pouvoir stocker les dessins de l'utilisateur final qui va faire de la prospection et sur lequel l'utilisateur va considérer qu'il serait intéressant potentiellement de pouvoir, par exemple, implanter des panneaux photovoltaïques. Alors je vais donc créer deux couches dans ce cas d'utilisation. Deux couches qu'on rajoutera donc à une carte qu'on va aussi créer, sur laquelle on va pouvoir ajouter un fond de plan, un fond OSM, et notamment ces deux couches vectorielles. Alors, comme je le disais tout à l'heure et en quelques clics, je vais créer déjà dans un premier temps ma couche qui concerne l'orientation des parcelles. Alors je vais sélectionner un champ identifiant qui va me permettre d'identifier de manière unique l'ensemble des enregistrements de ma table. Je vais y donner un nom et je vais sélectionner le champ qui sera utilisé pour l'infobulle, c'est-à-dire le champ qui va ressortir lorsque l'utilisateur cliquera sur un objet dans la partie cartographique. Et moi, de mon côté, je vais utiliser l'orientation principale qui sera donc est, sud-est, etc., etc. Je crée ma couche et vous voyez qu'en quelques secondes, l'application a généré une symbologie de couche directement en concordance avec le type de géométrie qui a été spécifié directement dans le menu précédent. Alors, on voit que l'application a généré une couche avec une symbologie par défaut qui, en l'occurrence, est bleue. Cette symbologie-là, l'administrateur, très facilement, va avoir la capacité de la modifier et de tester et de prévisualiser en temps réel ces modifications. Alors nous, dans notre cas, on pourrait très bien rajouter facilement des nouveaux styles, des nouvelles classes, une opacité, etc. Mais nous, dans notre cas précis, on va aller utiliser un champ de la base de données que Margot a préchargé et a pré-travaillé, qui s'appelle donc le champ couleur qui est stocké en hexadécimal et qui va me permettre très facilement de pouvoir définir une symbologie pour l'ensemble de mes parcelles.
Alors j'ai sélectionné mon champ couleur. Au niveau du contour de mes parcelles, je vais lui sélectionner un contour gris et je vais lui mettre une épaisseur de 1 pour pouvoir tester directement ma couche. Et vous voyez qu'automatiquement, la symbologie de ma couche a été réalisée en quelques secondes. Et si je suis content de ma symbologie réalisée, je vais pouvoir appliquer mon travail pour enregistrer mes modifications. Une fois que j'ai terminé la symbologie de ma couche, je vais pouvoir du coup réaliser mon formulaire métier de consultation qui va permettre à l'utilisateur final d'interroger la donnée qui sera visualisable à l'écran. Alors je vais directement rentrer dans le mode formulaire de l'application et l'application va se rendre compte qu'aucun formulaire n'a déjà été pré-réalisé et va me demander si je souhaite ou pas être assisté pour réaliser mes propres formulaires métiers. Alors bien évidemment, je vais mettre que oui. Et dans cette nouvelle interface, on va pouvoir constater que l'application est en capacité de pouvoir générer plusieurs types de formulaires métiers, comme je le disais tout à l'heure, des formulaires de création, de mise à jour, de recherche, de consultation, voire même d'édition multiple. Alors moi, dans ce cas précis, je ne souhaite que un formulaire de consultation pour que l'utilisateur, quand il va cliquer sur un enregistrement, il ait la possibilité de consulter les différentes informations attributaires de chacun des objets. Donc je vais sélectionner mes champs. Je vais modifier le libellé des valeurs qui seront retournées par l'application. D'ailleurs, le champ couleur ne m'intéresse pas vraiment. Et une fois que j'ai terminé ma configuration, je vais pouvoir valider mon formulaire. Automatiquement, vous voyez que l'application a généré les formulaires nécessaires, notamment le formulaire de fiche descriptive dans lequel j'ai mes libellés qui ont été enregistrés. Et encore une fois, en tant qu'administrateur, si je suis content de ce qui a été généré, je peux sauvegarder et publier mon travail. Le deuxième besoin qui a été demandé par Margot, c'est de pouvoir dessiner les géométries sur lesquelles l'utilisateur qui sera en train de consulter l'application va considérer qu'il y a un potentiel besoin de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques en fonction de l'exposition, mais aussi du fond de plan qui sera stocké en dessous. Alors on va retourner dans le mode source de données pour aller générer, encore une fois, une couche cartographique sur la table des zones de production potentielles. Une table dans laquelle, vous allez le voir, il y a déjà quelques données qui ont probablement été générées directement par un autre logiciel type QGIS, puisque on peut avoir plusieurs logiciels qui vont aller taper sur la même base de données. Donc je vais lui sélectionner un identifiant. À nouveau, je vais lui donner un nom, donc zone de production potentielle. Je vais lui donner une infobulle. Je regarde si mes informations géométriques sont cohérentes avec ce que j'attends. Donc c'est bien mon champ géome et un polygone qui a été récupéré automatiquement par l'application ainsi que le système de projection qui est stocké en base. Et je peux créer ma couche. Encore une fois, l'application va générer une symbologie par défaut, une symbologie qui va être bleue et vous voyez que on a déjà 4 enregistrements qui sont enregistrés dans ma table. Alors, cette symbologie, pour le coup, me satisfait. Donc, je vais pouvoir enregistrer mes modifications et je vais pouvoir, dans un second temps, générer mes propres formulaires métiers. Alors, encore une fois, l'application constate que je n'ai jamais créé de formulaire pour cette couche-là. Donc, je vais pouvoir ouvrir le studio de conception de formulaire. Et là, en l'occurrence, je vais pouvoir sélectionner les différents champs qui sont intéressants et qui vont me permettre de pouvoir générer des formulaires métiers avec des types de champs différents, notamment des listes déroulantes ou des champs de type date. Alors, je sélectionne pour le formulaire de consultation identifiant le nom, la commune et la date. Pour le formulaire de création, je vais automatiquement sélectionner le nom, la commune
et la date. Je ne sélectionne pas l'identifiant parce que c'est un champ qui sera renseigné automatiquement par la base de données, puisque ça va être un champ de type serial. Et en mise à jour, je vais sélectionner mes champs identifiants, le nom, la commune et la date encore une fois. Je peux modifier mes libellés qui seront communs donc à l'ensemble des formulaires métiers, mais dont l'administrateur pourra revenir dans un second temps s'il considère que les libellés doivent être différents formulaire par formulaire. Une fois que j'ai terminé mon travail ici, je peux valider mes modifications. Vous voyez que l'application a généré directement mon formulaire de consultation, mon formulaire de saisie, avec les 3 champs que j'avais prédéfinis, et mon formulaire d'édition, qui là, en l'occurrence, contient un autre champ qui sera l'identifiant. Alors, pour le formulaire de saisie, ce qui va être intéressant, au niveau notamment de la commune et de la date, c'est de pouvoir utiliser certains champs et certains types d'attributs du studio de conception de formulaire pour que l'utilisateur final n'ait pas à écrire, par exemple, le nom de la commune, mais qu'il ait la capacité de pouvoir sélectionner un enregistrement directement depuis une liste déroulante. Donc, je clique sur mon champ, et là, en l'occurrence, je rentre dans l'édition du champ, sur laquelle je vais pouvoir spécifier mon type de champ. Alors, je vais pouvoir sélectionner le type liste déroulante pour ma commune. Mais là, en l'occurrence, on peut constater que la liste déroulante nécessite une source de données pour renseigner la liste déroulante. Donc, je vais pouvoir temporairement valider mon travail et surtout aller créer une source de données qui sera l'ensemble des données qui pourront remplir ma liste déroulante. Donc, je vais pouvoir faire une liste déroulante sur des valeurs de pas mal de choses, notamment des valeurs textuelles qu'on peut directement taper ici, des valeurs d'une table, de services web, etc., etc. Et donc, nous, on va créer une liste déroulante des communes sur une table, une vue notamment, qui sera stockée dans le schéma scadastre et la vue qui s'appellera VVMap commune. On va pouvoir tester notre source de données. On constate d'ailleurs en testant que j'ai 5 enregistrements dans ma table. Ça me convient. Je vais lui donner un nom à ma source de données. Je valide ma source de données. Je peux revenir sur mon champ commune pour aller sélectionner ma source de données que je viens de créer. Une fois que j'ai sélectionné ma source de données, je lui sélectionne les champs qui seront visibles dans la liste déroulante, notamment le champ visible pour un utilisateur final, ça va être le nom de la commune, et le champ qui sera enregistré en base lorsque je vais pouvoir enregistrer ou consulter mes informations, ça sera le code INSEE de la commune. Je valide mes modifications et je peux consulter directement en prévisualisation mon résultat et je constate que ma liste déroulante des communes a été correctement enregistrée avec les 5 ou les 6 communes que j'avais dans ma table ou dans ma vue VVMap commune. De notre côté, je vais pouvoir utiliser un type d'attribut différent pour les dates. C'est-à-dire que là, automatiquement, l'application a reconnu que j'avais un champ date dans ma base de données. Et donc, dans la prévisualisation, on constate que j'ai un petit agenda qui sera disponible pour l'utilisateur final quand il aura la nécessité de sélectionner la date. Alors, mon formulaire de saisie est terminé. Je vais passer à mon formulaire d'édition. Alors, pour une rapidité de démonstration, vous avez bien compris qu'on a évidemment la possibilité de faire exactement la même chose pour chacun des champs, que ce soit la commune ou la date. Et je vais par contre aller modifier mon champ, mon formulaire de consultation pour aller, encore une fois, modifier mais mon champ, commune. En l'occurrence, je vais y mettre une liste déroulante, mais je vais le rendre disponible en consultation uniquement pour que ma liste déroulante des communes ne soit pas une réelle liste déroulante que l'utilisateur va pouvoir, modifier, mais bien un champ sur laquelle on va retrouver non pas l'identifiant qui sera enregistré en base de données, mais bien le nom de la commune. Donc je lui sélectionne ma source de données. Encore une fois, je lui donne un nom et l'identifiant comme clé, je valide.
De même pour le champ date, pour que la date soit correctement, hem, «construite» entre guillemets, je vais lui donner le type d'attribut date pour que l'application retrouve automatiquement, et construise, automatiquement le champ de date en version français, par exemple, 29/03/2023, par exemple. Donc je le mets aussi en consultation uniquement puisqu'on se retrouve dans le formulaire de consultation, hein, pour rappel. Je valide mes paramètres et si je suis, content de mes modifications et que je n'ai plus aucune modification à réaliser, je peux sauvegarder et publier mon travail. Je vais, temporairement revenir sur ma couche, des orientations principales pour, aller faire une petite dernière modification puisque vous avez, pour rappel, on a construit cette, symbologie directement avec un champ de la base de données. Donc notre serveur Carto n'est pas en mesure de calculer automatiquement la légende de notre couche. Bien évidemment, de manière générale, il calcule automatiquement la légende, mais en l'occurrence, là, vu qu'on va travailler sur un champ spécifique de la base de données, ça ne va pas être possible et donc je vais avoir la possibilité de définir moi-même ma propre légende dans, l'application. Alors j'avais prédéfini une petite imagette pour, notre orientation des parcelles, donc je vais pouvoir l'uploader dans l'application et mettre à jour ma couche. Alors une fois que j'ai créé mes couches, il faut que ces couches-là soient, disponibles directement depuis une carte dans l'application. Alors je vais, directement venir dans le menu carte de l'application où on voit que j'ai déjà quelques cartes qui sont réalisées. Je peux ajouter, une nouvelle carte à mon application, carte que je vais appeler donc zone de production potentielle. Je vais définir par défaut une étendue à ma carte. Je vais lui définir une petite vignette qui sera disponible pour l'utilisateur final pour que ça soit un petit peu plus joli. Un thème, donc là en l'occurrence on travaille sur le solaire, donc c'est les thèmes qui vont rassembler l'ensemble des cartes si vous avez plusieurs cartes qui se retrouvent dans le même thème. Et ensuite un groupe qui va permettre à l'administrateur de pouvoir définir quels sont les utilisateurs finaux qui auront les droits sur cette carte-là. C'est-à-dire que ma carte zone de production potentielle, tous les utilisateurs qui seront associés au groupe conférence VMAP2 2023, alors ils auront accès à cette carte-là. J'enregistre et une fois que j'ai, terminé mon administration, je vais pouvoir rafraîchir mon application, revenir sur le mode, carte de mon application et consulter la carte que je viens de créer qui s'appelle zone de production potentielle. Alors cette carte-là, l'effet démo, alors il y a un petit couac, cette carte-là normalement elle est censée être disponible pour l'utilisateur final. Donc je vais, ah oui, non, c'est normal. En fait, on n'a pas défini les couches et les objets disponibles dans la carte. Donc je vais pouvoir définir dans ma carte l'ensemble des options qui sont nécessaires pour l'utilisateur final. Alors je vais prendre certaines options. Vous voyez que c'est du drag and drop. On a la possibilité très facilement de pouvoir définir des options. Hop, des options de zoom, d'intersection, etc. On va pouvoir définir différents contrôles dans l'application, notamment le titre de la carte, l'échelle de la carte, que ça soit graphique ou numérique. Et je vais pouvoir valider ces différentes options. Et ce qui est très intéressant, bien évidemment, c'est de pouvoir rajouter nos différentes couches à notre carte. Donc là, Margot, ce qu'elle nous demandait tout à l'heure, c'était de pouvoir définir directement euh, des fonds de plan. Alors on va prendre un fond de plan OSM et directement une ortho sans les villes pour pas que ça soit trop lourd pour la démo, on va prendre celle de Google. Mais vous avez bien évidemment des orthos de l'IGN ou autres fournisseurs d'accès. Et ensuite, on va prendre nos deux couches sur lesquelles on a créé précédemment notre symbologie. Je peux rajouter donc l'ensemble de ces couches à ma carte.
Et si elles sont, alors là, j'ai un petit peu de chance, si elles sont correctement, ordonnées dans l'application, bah, j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est que là, je vais passer, les parcelles, l'orientation de mes parcelles en dessous mes zones de production potentielles sur lesquelles on va faire du dessin. Je vais rendre, OSM décoché par défaut, non visible, et je vais, définir les différentes options de mes couches pour ma carte. Alors, vous voyez que, l'ensemble de ces paramètres sont définissables carte par carte et de manière assez fine. Une fois que j'ai terminé mon travail, je peux sauvegarder et en l'occurrence revenir sur ma partie cartographique et je pense, voilà, que ça devrait un petit peu mieux fonctionner et vous arrivez sur une carte, la carte, des zones de production potentielle avec mes 2 couches. Ma couche des parcelles avec, une symbologie qui a été définie automatiquement grâce au champ couleur, que je peux interroger. Lorsque je clique sur une parcelle, j'ai alors vous voyez l'infobulle qui s'affiche ici, ainsi que le formulaire de consultation qu'on a, préalablement, généré et j'ai une deuxième couche, la couche en bleu, qui va me permettre de pouvoir définir les zones sur lesquelles il serait potentiellement intéressant de pouvoir, installer, notamment des, panneaux photovoltaïques. Alors, comme, je l'ai défini tout à l'heure dans la légende, plus c'est jaune, plus c'est intéressant de pouvoir, installer des panneaux photovoltaïques et on a la possibilité directement depuis, les couches de l'application de pouvoir diminuer la transparence de nos couches. Alors, on voit qu'en diminuant la transparence de nos couches, j'ai, voilà, j'ai, différents rendus et on constate là, par exemple, que j'ai, un parking qui est a priori exposé, sud-sud-est et sur lesquels il serait intéressant de pouvoir définir une zone, pour implanter des panneaux photovoltaïques. Donc je vais pouvoir saisir ces nouvelles zones avec, la couche que j'ai créée et sur laquelle moi j'ai bien les droits. Vous voyez que j'ai un petit crayon ici, ça veut dire que j'ai bien des droits en saisie sur, la table qui va pointer, pour la couche zone de production potentielle. Donc je vais cliquer sur le petit crayon. Le petit crayon qui m'ouvre, vous voyez le formulaire qu'on a défini tous ensemble, tout à l'heure, avec un nom, une commune et potentiellement une date. Je vais pouvoir définir un accrochage vectoriel sur une autre couche, c'est ça qui va être intéressant. Donc moi, je vais me caler avec ma couche des parcelles, je le définis. Vous voyez que le curseur de mon application est accroché avec la deuxième couche des parcelles qui est juste en dessous. Donc je vais pouvoir commencer le dessin de ma couche en quelques clics et très facilement du coup, puisque on peut très facilement s'accrocher à la couche qui est juste en dessous pour définir la géométrie de mes objets. Donc je dessine mes objets, je lui donne un nom que je vais appeler conférence parking. Je vais sélectionner automatiquement, ma commune qui aurait pu être, automatiquement sélectionnée si on avait, un petit peu travaillé, si on avait eu un peu plus de temps, pour travailler notre formulaire et je vais sélectionner la date du jour qui va me permettre de définir que c'est aujourd'hui qu'on a, créé ce formulaire métier. Une fois que j'ai fini, de dessiner et de renseigner les informations attributaires, je peux automatiquement rajouter mon polygone et vous voyez que j'ai un polygone qui a été rajouté, dans ma carte. Polygone que je peux bien évidemment interroger puisqu'on a défini en amont notre formulaire de consultation qui est disponible ici. Formulaire dans lequel je constate que j'ai bien le nom qui a été renseigné, la commune, mais bien le libellé de la commune et la date de création et tout ceci n'est pas modifiable puisqu'on est bien en formulaire de consultation. Si je venais à passer en formulaire de modification, j'ai bien évidemment la possibilité de pouvoir éditer, mes informations. Donc je pense que pour cette première problématique, Margot, Vmap peut répondre à ce type de besoin. Je pense qu'on peut évoquer ta deuxième problématique métier. OK, merci beaucoup Laurent. 2e problématique, donc pas du tout l'idée de faire de la prospection commerciale. Ça serait plutôt d'utiliser, VMAP2 dans une logique, de marketing, de communication. Tu viens de nous montrer qu'on pouvait très aisément construire des cartes. Et ben, mon idée, ça serait, on imagine toujours que je travaille pour cette entreprise fictive Yellow Sun Energy. Et ben, ça serait d'intégrer une carte
que tu as déjà générées dans VMAP dans un site internet, dans le site internet de ma société. Par exemple, pour, ce qui concerne notre entreprise, on vous pourrait, insérer la carte, voilà, que tu nous montres, qui sont les sites de production exploités par notre société. Et ben, je voudrais tout simplement intégrer cette carte dans le site internet de ma société. Est-ce que c'est jouable? Et si on peut le faire, ben, est-ce que tu peux nous montrer comment? Merci. Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement préalablement créé une carte de site de production solaire, ainsi qu'un faux site internet, hein, bien évidemment, pour la société Yellow Sun Energy. Et donc, le but va être de pouvoir intégrer cette carte-là directement sur le site de la société Yellow Sun Energy, qui est donc une société entièrement fictive. Alors, pour ce faire, c'est assez facile au niveau de l'application. On revient au niveau de l'administration. Donc, au niveau de l'administration des cartes, et on va aller éditer la carte que l'on a créée précédemment, enfin préalablement, qui s'appelle site de production solaire. Et dans cette carte, on va retrouver l'ensemble des menus qu'on a édité tout à l'heure sur l'autre carte, mais surtout un menu que l'on n'a pas évoqué qui s'appelle Appel externe, qui va permettre de générer une iframe qui va pouvoir être intégrée sur un site WordPress ou sur d'autres CMS très facilement. Alors je vais, générer ma propre iframe en quelques clics. Pour le site, donc Yellowstone Energy, je vais lui donner une largeur et une hauteur comme on le souhaite. Je vais lui spécifier un jeton de connexion pour que la carte, lorsqu'elle sera consultée sur le site internet de la société, ben, il n'y ait pas de login et de mot de passe qui soit demandé, mais bien une authentification automatique. Donc, on va se connecter avec un jeton public et je vais pouvoir lui définir directement différentes options, notamment est-ce que je veux avoir le bouton des couches, par exemple, de l'application. Alors, très facilement, lorsque je vais créer cet appel externe, on voit que l'application nous génère une iframe que je vais copier donc pour aller déposer sur le site de la société Yellow Sun Energy. Alors mon but serait d'aller déposer la petite carto de VMAP entre le libellé de nos sites de production et l'ensemble des libellés que vous avez là à l'écran. Je peux donc éditer mon site internet directement depuis l'application. Je descends, je vois que j'ai mon site, mon titre. Je rajoute un encart HTML, comme ça le fait dans de nombreux CMS. Je colle mon iframe et je peux enregistrer mon travail. Et une fois que j'ai enregistré mon travail, je reviens sur le site comme un utilisateur lambda, entre guillemets, comme un consultant du site lambda, et je constate que j'ai mon iframe qui a été automatiquement collé dans l'application. Je vois aussi d'ailleurs que c'est exactement la même carte que dans VMAP. Je peux donc zoomer et interagir avec la carte en cliquant sur des objets, en visualisant la légende, les couches, et cetera. Et je constate aussi que l'ensemble des boutons de ma carte sont exactement les boutons que j'ai définis directement, dans la partie administration de ma carte. Ce qui veut dire que, je pourrais rendre, très light cette carte si je le souhaitais, Marco. Super, merci beaucoup Laurent. Bah, je te suggère un troisième cas d'utilisation de VMAP. Et ben là, pour le coup, je vais complètement m'éloigner de la logique spatiale, géographique. Je me demande si VMAP pourrait nous aider à gérer de la donnée non spatiale. Autrement dit, toujours dans une logique d'une entreprise, est-ce que je pourrais gérer, par exemple, mon patrimoine informatique, donc tous les éléments informatiques, tous les objets informatiques de ma société dans VMAP? Autrement dit, pour pouvoir inventorier tout mon matériel, éventuellement le mettre à jour, le supprimer, et l'éditer. D'accord, oui, effectivement, la problématique, c'est que si on veut éditer de la donnée qui n'est pas géographique directement dans VMAP, notamment, liée à des tables connectées, directement à la donnée, que vous avez ici, on doit un petit peu, passer par des menus, notamment le requêteur de l'application. Mais on a récemment développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Tableau et qui va permettre, alors je vais me connecter justement en tant qu'utilisateur, qui n'est pas administrateur. Comme ça, chacun d'entre vous aura la possibilité de pouvoir, constater les différents menus que nous avons, directement dans l'application en tant qu'utilisateur final. Alors vous voyez que j'ai beaucoup moins de modes sur l'application.
mon utilisateur, Elpanaviar User, a des droits sur la partie cartographique, donc il a un mode carto et il a le deuxième mode tableau, Margot, qui permet donc de pouvoir éditer de la donnée. Alors, qu'elle soit géographique ou non géographique, parce que tu vas voir que c'est très intéressant au niveau de l'administration et très facile à administrer. Alors, pour ce qui est de la donnée non géographique, notamment le parc informatique, comme tu me le disais, on a pré-généré tout un tas de thématiques, notamment un thème, patrimoine informatique, sur lequel on va pouvoir éditer 2 couches, les écrans et les listes d'ordinateurs, par exemple. Et lorsque je vais consulter la liste des ordinateurs, je vais tomber sur une liste d'enregistrements qui se trouve dans ma base de données PostgreSQL PostGIS, que je vais pouvoir consulter, éditer, supprimer ou même modifier en fonction des droits que j'ai sur la table. C'est-à-dire que moi, de mon côté, même si je suis un simple utilisateur, on constate que sur ma table ordinateur, j'ai bien des droits en consultation, en modification et en saisie. Ce qui veut dire que je peux très bien rentrer dans un formulaire métier et aller éditer cette donnée-là si j'en ai le besoin. Alors, ce qui est très intéressant dans cette fonctionnalité, c'est que l'ensemble des grilles de données que vous avez ici et l'ensemble des formulaires métiers de consultation et autres sont encore une fois réalisés depuis l'administration de VMAP, depuis notamment l'interface couche et tableau que vous avez ici. Et on va pouvoir retrouver notre couche liste des ordinateurs et on va pouvoir directement rentrer dans la partie formulaire et vous retrouvez ici, directement depuis le studio de conception de formulaire de VMAP, le formulaire métier de notre couche des ordinateurs qui est donc éditable et consultable ici par un utilisateur final. Voilà, je pense que ce troisième cas d'utilisation termine cette première intervention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à poser l'ensemble de vos questions et réponses directement dans le menu Q&R de Zoom et je reste disponible si besoin. Super, merci Margot, merci Laurent. Nous avons déjà plein de questions. Alors, je sais déjà qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a trop. On va essayer d'en traiter le maximum en direct. Mais sinon, nous pourrons répondre après offline, hein. Je pense que Laurent, tu vas pouvoir répondre ou Margot pendant les présentations suivantes. Donc, vous recevrez directement une réponse, je pense, dans le menu QR. Alors, on va attaquer tout de suite pour une première question de Laurent Blum. La version présentée durant cette démo est-elle disponible? Alors actuellement non, je vais m'empresser après la conférence de pouvoir la rajouter directement sur alors je vais me passer en mode sur le VStore de la société VRMS, VStore sur lequel vous allez pouvoir télécharger le logiciel librement. Et donc je rajouterai la version 2023-0301 qui a été générée il y a quelques jours de cela. Merci. Question de Corinne Lesage du CD31. Est-il possible de paramétrer une symbologie ponctuelle avec des clusters? Je pense qu'on l'a vu rapidement. Alors D'ailleurs, oui, tout à fait. En fait, dans les couches de type ponctuel, on a la possibilité très facilement, depuis le studio de symbologie, de pouvoir changer le type de représentation. Alors notamment ici pour mes villes, j'ai une représentation par expression, mais en quelques clics, si je passe par un studio un type de représentation de type cluster, je peux très facilement, vous voyez, modifier ma représentation pour clusteriser mes données. Et évidemment, éditer la couleur et autres paramètres. merci. Question de Christophe Agnès de l'EPFAM. Est-il possible d'importer des symbologies de QGIS, des formulaires d'écart de manière générale? Quel est le niveau d'interopérabilité avec QGIS? Non, actuellement, on ne peut pas importer de la symbologie dans QGIS. On a pris le parti de pouvoir justement générer un studio de conception de symbologie très poussé pour que l'administrateur puisse réaliser ses couches très facilement en quelques clics. Merci. Question de Myriam Cross, de PNG, je pense. Est-il possible de créer plusieurs symbologies pour une même couche? Oui, complètement. Alors directement depuis le menu source de données, en fait, quand vous allez directement sur votre table ou vue,
Vous avez la possibilité, par exemple, là, j'ai créé tout à l'heure une couche pour parcelle orientation. Je pourrais très bien recréer une nouvelle couche pour cette même table-là, avec une symbologie différente et des paramètres différents, sans aucun problème. Toujours question de Madame Crow. Est-ce qu'il y a une possibilité de réutiliser les symbologies pour différentes couches? Alors oui, de nouveau, quand vous allez directement éditer la symbologie de votre couche, en fait, vous avez plusieurs menus sur lesquels je suis passé, notamment un onglet JSON que vous allez pouvoir très facilement copier. Et en fait, en copiant cette symbologie JSON et en la collant dans une autre couche, vous allez retrouver automatiquement la même symbologie que la couche que vous venez de définir. Merci. Question de Nicolas B. Prévoyez-vous d'intégrer un autre GBD que Pogis? Ça, je peux répondre directement en disant non, simplement. Euh, Yann Ménager de Géodis. En termes de prérequis techniques pour une installation sous Windows, Windows Silver est-il indispensable? Alors c'est un prérequis effectivement parce que, il y a des librairies qui sont disponibles sur Windows Server que nous n'avons pas forcément sur Windows Desktop. Mais on a des utilisateurs qui l'ont déjà installé sur Windows Desktop sans aucun problème. En fait, ça dépend de votre version de l'OS. Donc, vous pouvez essayer de l'installer sur Windows Desktop. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Question d'Aliénor M. Les formulaires sont pour la consultation et ou la saisie de données? Oui, ben ça on a vu, hein. Je pense que tu as répondu un peu après, effectivement. Donc on peut faire à la fois de la consultation et de la saisie. L'application permet-elle de générer un MNT de type ASCII? Bon, il faut le convertir grâce à FME en TIFF, C'est ça, tout à à fait. moins qu'il y ait une autre réponse, Laurent. Ouais. Ou alors générer un XYZ directement exploitable dans l'application pour que vous ayez de bonnes performances. Ouais, Anthony Venturi qui demande quelle est la taille maximale des données visualisables. Il n'y a aucune taille maximale à partir du moment où vous gérez correctement la partie euh, euh, max scale de nom, comme on appelle ça, l'échelle de visualisation de la donnée. On a des clients qui ont des dizaines de millions d'enregistrements dans leur table et ça pose aucun problème. Par contre, ouais, bien sûr, Il faut bien gérer voilà, il faut le gérer comme il la faut. visibilité, oui, tout à fait. Voilà, pouvez-vous lire des flux WFS2? Question de Monsieur Thévenon du CD31. Non, on ne lit pas de flux WFS dans l'application, on ne permet que de les générer pour qu'ils puissent être exploités dans d'autres applications. Alors, question du Val de Saint-Onge, y aura-t-il la possibilité de faire de la symbologie avancée, édition directe du point map de map serveur, comme c'est le cas actuellement dans la version 1? Non, on n'édite plus le map file directement manuellement pour éviter tout problème de configuration diverses. On a pris le parti de justement développer au maximum le studio de symbologie pour que ça soit très facile pour les administrateurs. Une dernière question de Marie M du 1031. Peut-on diffuser une carte sans identification? Oui, J'aime complètement, oui, oui. que On tu peut as avoir une montré. cartographie en mode public sans aucun problème dans l'application. Oui. Parfait, merci beaucoup.